Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Gabrielle. Salut Gabrielle. Allô, merci d'être avec nous. C'est le fun de te recevoir. Ça fait plaisir. Je voulais savoir, en commençant, présentation brève un peu de qui tu es. Tu as quel âge? Tu vis dans quel coin? Puis c'est quoi tes projets actuels? OK. J'ai 36 ans depuis la semaine passée. Je vis dans la région de Chaudière-Appalaches, plus précisément proche de Montmagny. Mes projets, c'est un peu embêtant. Je ne sais pas pantoute quelle sera ma vie dans 5 ans. Elle est en grand chamboulement présentement, ma vie. Je suis en transition de genre, donc j'ai commencé une transition l'année passée. Je me suis séparée avec mon conjoint que ça faisait 16 ans que j'étais avec. Je vis avec mon enfant de 5 ans une semaine sur deux et seul l'autre semaine. Puis mon père, c'est ça, il est décédé l'automne passé. Fait que là, je vis dans sa maison. Ça faisait déjà quelques années que j'habitais dans sa maison parce que lui, il était plus capable de vivre. Il était rendu en CHSLD en fait à la fin. Fait que là, je suis à régler la succession de mon père. Sa maison va tomber à moi bientôt. Toutes ses affaires vont tomber à moi. J'étais en arrêt de travail depuis quelques mois à cause de tout ça, là. J'arrivais comme juste plus à travailler avec le décès de mon père, ma séparation, ma transition, tout en même temps, j'arrivais plus à travailler. Fait que là, je reprends progressivement le travail. Disons que j'ai pas fait grand-chose à date, là, mais je suis supposée être en retour progressif présentement. Mon travail, c'est professionnel de recherche dans le domaine de la réadaptation physique. J'ai un bac en physiothérapie, une maîtrise en santé communautaire. La recherche, c'est pas mal tout ce que je sais faire. J'aime ça. Mais là, justement, je travaille en recherche dans le domaine qui est comme en lien plus avec mon bac. Puis j'avais décidé de pas être physio parce que ça me convenait pas, fait que éventuellement j'aimerais ça aller travailler dans d'autres choses que la réadaptation, mais pour l'instant, c'est ça là, j'essaie de recommencer un peu ce travail-là, terminer les contrats que j'avais commencé, poursuivre ma transition de genre, m'habituer à vivre seule, puis éventuellement ben j'aimerais ça rencontrer quelqu'un, mais là je suis pas là, j'en suis pas là, fait que c'est un peu ça ma vie présentement. Des gros chamboulements, comme tu dis récemment. Oui, c'est tout, là. Tout est remis. Je repars à neuf. Puis comment tu te sens dans tout ça, justement? Ah, ben, c'est pas super, là. Présentement, ben, je commence la testostérone demain. Fait que ça, je suis bien contente de ça. Comment je me sens? Je suis bien enthousiaste par rapport à ma transition. Je suis enthousiaste par rapport à tu sais, je sais pas, j'ai comme le goût de rencontrer du monde, puis je rencontre effectivement du monde. Je fais des rencontres avec d'autres personnes trans principalement présentement. J'ai le goût de sortir, j'ai le goût, dans le temps des fêtes, je voulais voir tout le monde. Fait que c'est ça, là-dessus, je suis comme bien enthousiaste face à l'avenir, côté social, côté trouver quelqu'un d'autre pour partager ma vie. J'aimerais bien ça, mais je suis pas pressée. Je veux trouver vraiment quelqu'un qui va me convenir. Ce que je trouve le plus difficile présentement, puis comme je disais, je suis en retour progressif, puis à date, j'ai presque rien fait. Je suis en télétravail, puis j'ai de la misère à m'y remettre. Fait que c'est ça qui m'angoisse le plus, c'est le travail. Qu'est-ce que je vais faire comme travail éventuellement? Comme je disais, j'aimerais ça changer. J'ai certaines difficultés à ce niveau-là. J'ai pas une très bonne, ou pour ne pas dire une vraiment pas bonne confiance en moi à ce niveau-là. Fait que c'est ça qui est le plus difficile pour moi présentement, c'est le travail. Puis du fait que maintenant je suis seule, c'est sûr que là, bon, j'ai un héritage qui me vient du fait que mon père est décédé, fait que ça me enlève un certain stress, là.
Mais reste que j'ai quand même besoin de travailler. J'ai jamais travaillé temps plein. Fait que, en tout cas, j'ai comme un stress qui est à ça. J'étais avec un conjoint qui avait un très bon salaire. Maintenant, je suis seule. Fait que c'est ça mon plus gros stresseur présentement. Puis, Oui, as-tu l'impression que, tu sais, moi, personnellement, je me réfugie un peu beaucoup dans les études pour ne pas faire face au monde du travail. Je me demande si toi aussi, tu as vécu la même chose. exactement. Ça me fait penser à moi un petit peu aussi, disons. Mais bon, hein? Mais ouais, c'était drôle. Hein. Mon ex, justement, il me disait à un moment donné, quand j'étais en train encore de faire mes études en physio, puis que je commençais à me dire, mon Dieu, je me vois pas être physiothérapeute. Il me parlait du marché du travail, puis il me disait justement, tu sais, puis il se plaisait à dire qu'à un moment donné, en tant que physio, j'allais gagner plus cher que lui et tout. Puis là, en tout cas, à un moment donné, on avait parlé, puis je sais pas quelle réaction que j'avais eue, là, mais il dit, ça a l'air à te tenter, c'était effrayant de travailler. C'était comme zéro enthousiasme, là, face à la fin de mes études, puis au début du marché du travail qui était supposé s'en venir à ce moment-là. Fait que, oui, exactement, tu as tout compris. Les études, pour moi, c'était bien, bien confortable. Puis, pour venir un peu à ton histoire avec la DPJ, ça a commencé comment, toi? Les premiers signalements à mon sujet, ils ont commencé, j'étais bien jeune. Je sais plus quel âge exactement, mais comme moi, j'étais encore bébé, là, ou en tout cas très, très jeune enfant. Je suis retombée justement sur des papiers qui parlaient de ça en fouillant dans toutes les affaires à mon père après son décès. Là. Mon père, il est décédé le 1er novembre, fait que c'est encore tout récent. C'est ça, je suis tombée sur des trucs, puis j'avais comme toute la chronologie des contacts qu'il y avait eu avec la protection de la jeunesse. Fait que il y en a eu plusieurs, mais dans le fond, c'est allé à l'âge de 12 ans avant que je sois placée. Il n'avait jamais trouvé matière à me sortir de mon milieu, semble-t-il. Dans le fond, le placement, il est survenu après un séjour en pédopsychiatrie d'un mois et demi, quand j'avais 12 ans. Je suis rentrée en pédopsychiatrie. J'étais en dépression avec des TOC, des troubles obsessifs compulsifs. Mon père, il avait eu je pense qu'il m'avait embarqué dans un projet de recherche sur la schizophrénie. Ma mère avait eu un diagnostic de schizophrénie, en tout cas, puis il y avait comme un chercheur qui faisait de la recherche sur la génétique de la schizophrénie, puis des enfants de parents schizophrènes, en tout cas. Puis, bref, je voyais ce chercheur-là qui était aussi psychiatre à l'occasion. Je crois que c'était dans le contexte d'un projet de recherche et non pas en tant que patient, là. Mais en tout cas, c'était un peu nébuleux pour moi, mais je sais que je voyais ce psychiatre-là puis c'est lui là, qui a décelé quand je me suis mis à moins bien aller, puis mon père avait confiance en lui, encore une chance, là. Fait que c'est lui qui a suggéré fortement à mon père de me faire soigner. Puis c'est ça. Fait que je me suis ramassée en pédopsychiatrie. Puis là, j'ai fini par m'ouvrir aux intervenants. J'ai passé un mois et demi là. Fait qu'au début, je disais rien. Mais à un moment donné, j'ai commencé à raconter ce qui se passait chez nous. Puis là, il y a eu un signalement qui a, qui a fonctionné, si on peut dire, pour me sortir de mon milieu suite à cette hospitalisation-là. Puis la dynamique familiale chez toi, ça ressemble à quoi? Dans le fond, moi, je dis que j'ai grandi dans une secte. Là. Je trouve que c'est la façon la plus simple de décrire en un mot qu'est-ce que c'était, mais c'était pas vraiment non plus une secte au sens qu'on peut l'entendre, là, un groupe de monde qui vivent dans le bois avec un gourou, là. Parce que j'étais pas dans un groupe avec un gourou, là. J'étais seule avec mon père. En fait, ben, quand j'étais plus jeune, j'étais avec mes deux parents.
c'est mon père qui avait entraîné ma mère là-dedans, là, dans une religion. Mais en fait, c'était pas tant la religion le problème. Là. Je veux dire, il y a des gens dans cette religion-là qui sont, somme toute, modérés. Là. Mais mon père, lui, il était à l'extrême dans les croyances et les principes religieux. Fait que il avait entraîné ma mère là-dedans. Puis c'est ça, on vivait dans des principes religieux assez extrêmes. Puis, ma mère, comme je disais, elle a eu un diagnostic de schizophrénie quand j'avais même pas 1 an. En fait, je sais pas si c'était vraiment une schizophrénie ou c'était juste une psychose déclenchée par le milieu dans lequel elle vivait. Mais bon, elle a été hospitalisée beaucoup en psychiatrie, elle aussi, justement, puis elle a fini par se suicider quand j'avais 6 ans. Puis après ça, mon père, lui, ben, c'est ça, il voulait pas que j'aie de contact avec le monde extérieur, il voulait pas que j'aie des mauvaises influences, en tout cas, mauvaises à son sens, il voulait pas que je sois influencée par le monde extérieur. Donc, il m'a fait l'école à la maison. Fait que de l'âge de 6 à 12 ans, j'ai vécu vraiment seule avec mon père en campagne à faire l'école à la maison. Je voyais quand même un peu du monde à l'extérieur, comme à l'église. On allait à l'église, c'était le samedi dans sa religion, on allait à l'église, je voyais des gens, puis il me faisait garder un peu par ma grand-mère des fois ou par une tante. Mais outre ça, je voyais pas vraiment d'enfants sur une base régulière, puis j'étais quand même assez isolée malgré tout. Mais là, tu dis à 6-7 ans, tu as perdu ta mère. Comment tu as vécu ça, le fait de perdre ta mère à un si jeune âge, puis de te retrouver avec ton père? À ce moment-là, tu sais, ma mère, je l'ai jamais vue dans son état normal. Puis elle a été absente. À un moment donné, elle avait été hospitalisée. En tout cas, ben mon père s'était séparé d'avec elle. Il y avait même eu un ordre de cours comme de quoi elle avait pas le droit de mettre les pieds à la maison parce qu'il disait qu'elle était dangereuse pour moi. Fait que bref, à un moment donné, elle était partie, j'avais genre 4 ans, puis elle est revenue, j'étais sur le bord d'avoir 6 ans, elle était comme partie pendant 1 an et demi. Elle a été hospitalisée, puis je pense qu'elle avait peut-être été chez sa sœur à certains moments. Là, son frère et sa sœur étaient comme devenus curateurs parce qu'elle était jugée inapte, puis mon père s'était séparé d'elle. Fait que, bref, je l'ai pas connue beaucoup. Elle est revenue à la maison juste avant ma fête de 6 ans en janvier. Puis elle est décédée, elle s'est suicidée en juillet 93. Fait que c'est comme ce 6 mois-là que je peux dire que j'ai un peu de souvenirs de ma mère. Là. Parce qu'avant ça, j'étais jeune, puis même, c'est ça, elle était souvent à l'hôpital. Fait que c'est ça, j'ai pas grand souvenir de elle. Moi, mon père, mon père, c'était ma vie. Là. Je veux dire, il me permettait pas vraiment d'avoir d'autres figures significatives autres que lui. Fait que je me rappelle d'avoir déjà dit, ou du moins d'avoir pensé, que j'étais chanceux que ce soit ma mère qui soit morte et non pas mon père. Parce que pour moi, ma mère était pas capable de s'occuper de moi, puis mon père, ben, il pouvait pas survivre sans lui. Là. Fait que c'est ça. C'était comme ça un peu que je le voyais. Ça me faisait de la peine que ma mère soit morte, mais je me trouvais chanceux que ce soit elle qui soit morte et non pas mon père à ce moment-là. C'est le même que je le voyais quand j'étais enfant. C'est sûr que mon deuil, ben, je l'ai vécu tout seul aussi. Là. Mon père n'a pas cherché à savoir si j'allais bien ou si j'avais besoin de support pour mon deuil ou quoi que ce soit. J'ai fait des cauchemars, j'ai eu des peurs liées à ça, puis j'ai tout gardé ça pour moi. J'avais personne à qui en parler. J'étais pas portée à me confier à mon père sur ces choses-là. Puis j'ai comme tout vécu ça tout seul. Là. Puis Oui. quand tu es arrivé dans ton premier milieu, comment ça s'est passé? Parce que la manière que tu parles, j'ai l'impression que ton père puis toi, vous étiez vraiment fusionnels. Comment ça s'est pas bel passé? choix. Oui, c'est ça. Mais comment ça s'est passé quand t'es parti en placement? Comment il l'a pris? Lui, il voulait pas. Moi, c'est sûr que j'avais
dans le fond, je faisais de l'anxiété de séparation. S'il essayait de me faire garder, puis il me faisait garder. Il me faisait garder, il s'empêchait pas de me faire garder pour ça. Là. À un moment donné, il me faisait garder par du monde dans sa religion. Puis je sais pas pourquoi. Mettons, il me faisait garder par ma grand-mère dans le jour, c'était correct, ça me dérangeait pas. Mais s'il me faisait garder pour une nuit, si je dormais pas sous le même toit que lui, c'est là que l'anxiété de séparation embarquait. Pourquoi c'était comme ça, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, tu sais, j'avais beau pleurer puis faire tout les temps puis dire que qu'il s'empêchait pas de le faire à cause de ça. Fait que je me rappelle que il me le reprochait même. Il me disait c'est pas normal, tu sais, mettons, je t'ai rendu à 10-11 ans, là. C'est pas normal qu'à ton âge, je puisse pas te faire garder. Puis en tout cas, bon. Il me le mettait sur le dos, là, mais ça restait que ça changeait rien. J'avais de l'anxiété pareil. Puis... Fait que quand j'ai été hospitalisée, c'était le protocole en pédopsychiatrie où je suis allée à l'Hôtel Dieu de Lévis à ce moment-là, en 1999. Toutes les jeunes qui rentraient là avaient une semaine sans aucun contact avec la famille, avec les parents. C'était comme la première semaine d'hospitalisation. Après ça, on pouvait avoir des contacts téléphoniques puis même des visites de nos parents, mais la première semaine, le premier 7 jours, c'était comme 0 contact. Fait que là, j'avais fait une crise terrible. Après ça, j'ai plus jamais eu d'anxiété de séparation face à mon père. Ça m'a cassé là-dessus. Là. Puis lui, il jugeait qu'il était capable de me garder. Puis c'est ça, quand je suis sortie de l'hôpital, le jour que je suis sortie de l'hôpital, je me suis en allée au palais de justice, là, direct. C'était pour justement que le juge décide si j'allais être placée ou pas, parce que mon père s'opposait. Fait que là, je me rappelle devant le juge. Puis moi, tu sais, à l'hôpital, il m'en avait parlé, des familles d'accueil. Je savais même pas que ça existait avant d'aller à l'hôpital. Là. Puis moi, tu sais, j'étais à l'hôpital, là. J'étais en pédopsychiatrie. Puis au début, j'ai trouvé ça difficile. Je voulais revenir chez nous, puis j'avais l'anxiété de séparation, puis tout. Mais après ça, à l'hôpital, j'étais bien. Fait que je me rappelle, je parlais aux autres jeunes, puis ils me comprenaient pas. Je disais au monde que je voulais passer parce qu'il y en avait qui fêtaient leur fête à l'hôpital, puis je disais que je voulais passer ma fête à l'hôpital. On était comme genre en mai-juin, puis ma fête au mois de janvier. Hein. Le monde était comme, voyons, tout le monde a hâte, que tout le monde d'habitude, quand ils sont à l'hôpital, ils ont toujours hâte de sortir de l'hôpital. Puis moi, j'étais comme, j'aurais voulu passer ma vie là. Fait que c'est ça. Puis là, aller en famille d'accueil, ben, ça me tentait d'aller en famille d'accueil. Là. Fait que, tu sais, quand je suis arrivée devant le juge, il me l'a demandé qu'est-ce que moi je voulais, là. Puis là, mon père était là, tu sais, dans la salle d'audience. Puis j'ai comme regardé mon père, puis j'ai répondu au juge en pleurant. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux, tu sais. J'étais comme pas capable de dire oui, je veux m'en aller en famille d'accueil, direct en regardant mon père, mais j'étais comme j'avais envie d'y aller. Puis, en tout cas, bref, je me suis mis à pleurer, ils m'ont sorti de la salle, puis pas longtemps après, ils sont venus me dire que le juge avait décidé de m'envoyer en famille d'accueil, puis je me suis en allée en famille d'accueil le soir même. Mais au fond de toi, là, qu'est-ce que tu aurais aimé dire au juge? Avec du recul ou peut-être à ce moment-là, est-ce que tu te sentais en conflit de loyauté, dans le fond, autrement dit, ou... Ben, je pense que oui, là, je trouvais ça dur je pense pour ça que j'avais répondu, je ne sais pas. Là, je pense que si mon père n'avait pas été là, d'après moi, j'aurais dit au juge que je voulais aller en famille d'accueil. Mm-hmm. Mais là, c'était dur à dire face à mon père. Là. Ben, c'est ça, tu voulais pas non plus le décevoir ou y faire de la peine, j'imagine, ou... Ouais, ben oui, je me rappelle que je me sentais pas bien. Puis, as-tu vécu un choc des cultures rendu en famille d'accueil? Mais ce qui s'est passé quand je suis arrivée en famille d'accueil, c'est que justement, j'avais comme un certain enthousiasme à l'idée de m'en aller en famille d'accueil. Puis quand je suis arrivée là, bon, c'est sûr, il y a certaines affaires. Tu sais, par exemple, moi, on était végétalien avec mon père. Puis je dis végétalien, puis c'était même plus que ça. C'est plus facile de dire la liste des choses qu'on mangeait que la liste des choses qu'on mangeait pas. Fait que c'est ça, dans le fond, moi, quand je suis arrivée en famille d'accueil, c'est ça, j'avais comme un certain enthousiasme à m'en aller là. Puis, veux pas, ça faisait 1 mois et demi que j'étais plus
éloignée de mon père. Je suis arrivée là, puis bon, OK, de la viande, ça m'a pris un peu plus de temps avant de commencer à en manger, là. Mais mettons, là, tu sais, mon père, tu sais, c'était zéro dessert sucré, pas de chocolat, pas de sucre, rien fait avec du sucre, rien fait avec... c'était que des farines intégrales, biologiques, en tout cas, toutes... bref, fait que moi, je suis arrivée en famille d'accueil, puis j'ai comme fait fi un peu de ça. J'ai pas commencé à manger de la viande tout de suite, là, mais tu sais, je me suis mis à manger des desserts. Il m'avait amené chez McDo. Bon, de la friture non plus avec mon père. J'avais jamais mangé de frites de ma vie. Là. Ils m'ont amené chez McDo. J'ai mangé des frites. J'ai pas mangé de burger, mais j'ai mangé des frites. Puis j'ai comme commencé à vivre un peu, pas comme tout le monde, là, mais en tout cas, à faire un peu fi des principes de mon père jusqu'à un certain point. Tout de suite en arrivant là, j'ai comme commencé comme ça. Puis là, à un moment donné, les contacts avec mon père, je me rappelle plus au début de mon placement comment c'était, mais en tout cas, je me rappelle qu'à un moment donné, j'étais revenue à la maison une journée avec mon père, puis je parlais plus, puis tout. Puis là, il m'a comme recrinqué. Fait que là, je me suis mis à plus vouloir faire les choses que je faisais tout de suite en arrivant. À plus vouloir manger telle chose. Je me rappelle, bon, mon père, le samedi, dans ses croyances, c'était le sabbat. Le samedi, on travaillait pas du tout. On pouvait même pas gazer le char, puis on pouvait pas acheter rien, aller dans les magasins, c'était mal. Fait que moi, avec ma famille d'accueil, souvent la fin de semaine, il allait justement magasiner ou quelque chose. Puis quand je suis arrivée là, j'y allais avec eux autres. Là. Puis là, un moment donné, c'est ça, mon père m'a recrinqué. Puis là, je me suis mis à plus vouloir aller dans le magasin le samedi. Il y a comme eu un retour en arrière. Là. Puis là, eux autres, en tout cas, ça a bugué un peu. Comment qu'il t'a recrinqué? Est-ce qu'il t'a fait peur? Je me rappelle plus exactement ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit que ce que je faisais, c'était mal, puis que Dieu approuvait pas, ou je sais pas trop, sûrement. Là. Il m'a ramené justement à dire que ce que je faisais, c'était mal, puis qu'il fallait que j'arrête de le faire, puis tout. Là. Puis ça l'a marché. Veux pas ce brainwash-là était pas très loin, hein, fait qu'il n'a pas été trop dur à réactiver. Faut dire aussi qu'à cet âge-là, déplaire à ses parents, c'est comme plus difficile aussi, peut-être un peu. Ouais. Ben, regarde, moi, là, c'est fucké, là, mais quand je suis tombée en dépression, c'était à l'âge de 11 ans, avant que je sois hospitalisée, je sais pas ce qui s'est passé. Mais je me rappelle, je suis tombée en dépression, puis je sais pas la date, là, mais je me rappelle exactement le moment où ça a commencé, comment ça a commencé. Quand j'avais 10-11 ans, à un moment donné, quand j'étais en 5e année, je faisais l'école à la maison. Mon père, il allait bûcher dans le jour. Puis moi, je faisais mes travaux scolaires, puis j'étais toute seule à la maison. Puis je faisais des choses interdites, là. C'était pas grand-chose, mais tu sais, j'avais même pas le droit de manger entre les repas avec mon père. Fait que je mangeais des choses entre les repas quand il était pas là, en faisant bien attention pour pas qu'il s'en rende compte que j'avais pris des raisins secs dans le pot, là. Fait que j'en prenais pas trop pour pas que ça paraisse. Mais en tout cas, je fouillais dans toutes les armoires de la maison, au lieu de faire mes travaux scolaires. Je faisais tout un peu le contraire de ce que mon père me disait. Puis, à un moment donné, une des choses que mon père me disait, c'était de pas jeter mes cheveux à terre quand je me peignais, il voulait pas que je les jette à terre, puis moi, ben, je jetais mes cheveux à terre. Puis là, à un moment donné, je me rappelle, il y avait comme un rayon de soleil qui rentrait dans la maison puis qui éclairait le plancher. Puis je monte parce que c'est juste là que ça s'est passé. Là. J'ai à côté de moi. Puis j'ai comme vu un cheveu à terre dans le rayon de soleil. Puis là, je me suis mis à me sentir coupable comme justement d'avoir
enfreint les règles de mon père, puis tout ça, puis j'ai ramassé le cheveu qui était à terre, puis là, je me suis mis à partir de cette journée-là, là, je me suis mis à être dans le perfectionniste, puis les tops, puis à tout essayer d'être parfait, puis là, c'est ça, ça marchait plus. Là, j'étais plus fonctionnelle pendant tout, puis j'étais dans les gros tops, puis la grosse dépression, puis mais ça a commencé avec ce cheveu-là, puis la culpabilité qui est venue en voyant le cheveu, là, de justement être un peu rebelle, comme je dis entre guillemets, là. Puis c'est de même que ma dépression a commencé, puis qui m'a conduit à l'hôpital 6 mois plus tard, là. As-tu eu un accompagnement côté psychothérapie pour défaire ça un peu, ces anxiétés-là, la culpabilité, les tocs? Non. Quand j'étais à l'hôpital, ben c'est sûr qu'il y avait, j'étais en pédopsychiatrie, fait qu'il y avait un psychiatre, là. Mais eux autres, à l'hôpital, ben là, dans les documents que j'ai retrouvés, le diagnostic principal que j'ai eu en pédopsychiatrie, c'est anorexie. Alors que j'ai jamais été anorexique de ma vie. Parce que, dans le fond, avec l'alimentation que j'avais avec mon père, j'étais malnutrie. Fait que j'étais en sous-poids, j'étais vraiment trop maigre pour ma grandeur et tout. J'étais pas à mon poids, j'étais en dessous de mon poids santé beaucoup. Je faisais de l'ostéoporose, puis j'ai même vu dans des papiers justement que j'ai revus récemment, puis j'avais même une genre d'arythmie cardiaque. Fait que physiquement, là, j'allais pas bien du tout non plus, là. Puis j'avais les jambes enflées, je sais pas pourquoi, mais j'avais les jambes super enflées aussi à ce moment-là, le soir. Puis eux autres, c'est ça, ils m'ont fait un diagnostic d'anorexie alors que j'étais pas anorexique. C'était vraiment juste la façon que j'étais alimentée, parce que moi... Mais à l'hôpital, ça s'était résorbé. Tu sais, je veux dire, j'ai pas l'impression d'avoir eu une thérapie spécifiquement pour ça, mais juste le fait d'être sortie de mon milieu, là, un mois et demi plus tard, quand je me suis en allée à la famille d'accueil, j'allais quand même bien psychologiquement, là. Dans le Ouais. fond, c'est ça, ton anorexie, c'était pas vraiment de l'anorexie parce que dans le fond, c'était les règles que ton père t'imposait qui faisaient en sorte que tu t'alimentais pas bien. Ben, je mangeais la nourriture qui était permise. C'est ça. Mais la faim comme telle, tu la ressentais puis tu te battais pas contre ton image corporelle, de ce que je comprends. Non, non, moi, je n'avais jamais voulu être plus maigre, puis je m'étais jamais attardée à mon image corporelle du tout. Puis, tu sais, c'est ça, à l'hôpital, ils m'ont vraiment traité comme un anorexique, là, que j'avais pas le droit d'aller aux toilettes 2 heures après avoir mangé. Puis si j'avais une envie ultra pressante, il y avait quelqu'un qui venait se coller l'oreille sur la porte pour être sûr que je me fasse pas vomir. Puis à ce moment-là, je savais même pas comment on fait pour se faire vomir. Ça m'avait jamais traversé l'esprit. Tu sais, fait que c'était un peu ridicule, là. Mais c'est ça. C'était vraiment un diagnostic principal, anorexie. En tout cas. Après ça, quand tu es arrivé dans ta famille d'accueil, ça s'était déjà pas mal résorbé. Puis, comment ça a été ton intégration à une école régulière? Difficile. C'est sûr. Ouais, c'est ça. Là, j'étais en famille d'accueil à Montmagny à ce moment-là. Ma première famille d'accueil, j'en ai fait 3 familles d'accueil. Ma première, c'était à Montmagny. Puis là, justement, quand j'ai comme commencé à plus vouloir faire ce que je faisais au début, ça a comme bugué avec ma famille d'accueil quand que je me suis mis à plus vouloir rentrer dans les magasins puis à vouloir rester dans le char le samedi. Là, ils me disaient, ben non, ça n'a pas de bon sens, tu peux pas rester dans le char. Puis là, moi, je voulais pas rentrer dans le magasin. Puis je voulais plus manger les choses que je mangeais. Je voulais plus m'habiller comme je m'habillais. Je voulais plus, tu sais, j'étais vraiment revenue en arrière. Fait que là, ma famille d'accueil, ça a comme bugué avec eux autres à ce moment-là. Je pense qu'ils comprenaient pas trop ce qui se passait. Ben, en tout cas, je sais pas trop, ils comprenaient, mais ça a comme fait des confrontations, là, en tout cas, bref. Puis là, mon père, lui, il avait décidé de m'inscrire à une école protestante à Québec. Mais j'avais fait des tests puis j'étais correcte pour rentrer en secondaire 1. Fait que là, ils m'ont offert, ils voulaient que j'y aille à la polyvalente de Montmagny. Là, mon père, il voulait pas. Là, ils ont voulu m'envoyer dans une école privée, collège Dina Bélanger. Je sais pas si tu connais Jessica, là, à Saint-Michel. En tout cas, ils ont voulu m'envoyer là. C'est que c'était catholique avec des sœurs. Fait que là, ils m'avaient inscrit là. Je voulais pas y aller. Puis mon père, il s'opposait. Puis là, il m'a dit,
mais qui viennent plus, en tout cas. L'année scolaire a commencé, puis c'était comme dans les questionnements à quelle école j'allais aller, puis tout ça. Puis, fait que j'ai pas commencé l'école en même temps que tout le monde. Puis là, c'était supposé là, que c'était une TS ou une éducatrice qui venait me chercher pour m'amener à l'école d'Ina Bélanger, justement, ma première journée. Puis là, mon père, il m'avait craqué la veille. Là, il m'avait dit, bon, mais qu'ils te disent, tu sais, de te préparer pour aller à l'école. Tu dis non, moi, je vais pas à l'école, puis je vais pas là. Puis, fait que là, il m'avait sorti du linge pour que je mette pour aller à l'école. J'ai pas mis ce linge-là. Puis il m'a dit, s'ils viennent te chercher, tu t'accrocheras dans le cadre de porte, puis tout. Puis s'ils n'ont pas le droit de te serrer un bras ou quelque chose, s'ils le font, tu partiras à la course, tu iras chez ton avocate. Puis en tout cas, j'ai fait ce que mon père m'avait dit, fait qu'ils m'ont pas amené à l'école. Fait que là, ils ont décidé, quand ils ont vu ça, de faire des démarches pour que je puisse aller à l'école où ce que mon père m'avait inscrit, à l'école protestante à Québec. Fait qu'ils m'ont changé de famille d'accueil. Ils m'ont envoyé à Charny pour que je puisse aller à cette école-là. Là, il y avait un transport scolaire à partir de Charny qui m'amenait à l'école protestante à Saint-Augustin. Fait que c'est ça. J'étais allée dans cette école-là, secondaire 1-2, puis après ça, justement, ils ont décidé d'enlever la religion des écoles, de plus mettre ça. Là, le gouvernement, ils ont changé ça, puis mon école, elle a fermé après mon secondaire 2. Mais c'est ça, j'ai changé de famille d'accueil pour pouvoir aller à cette école-là, puis dans le fond, c'était une bonne chose, là, parce que justement, c'était une petite école, là, on était 150, je pense, de secondaire 1 à 5, là. Fait que c'était moins un gros choc que d'arriver dans une polyvalente de 1000 pour moi qui n'avais jamais été à l'école. Puis, tu sais, on commençait avec une prière le matin, puis en tout cas, c'était comme un peu plus proche de ma réalité, là. Ça a fait une transition plus en douceur vers le monde scolaire. Comment ça a été justement socialisé avec les autres? Avec Ben, c'est ça. Moi, j'étais arrivée là, puis j'étais allée acheter mon linge avec mon père. Je sais pas trop pourquoi j'étais avec mon père, hein. En tout cas, j'étais allée acheter du linge. J'avais plus l'air d'une grand-mère que d'un enfant de 12 ans. je vois le genre. Fait que après ça, j'avais un corset pour ma scoliose, un gros corset en plastique rigide qu'on voyait à travers mon linge. J'avais aucune habileté sociale parce que je n'ai jamais vraiment socialisé avec d'autres enfants. Même le langage des jeunes, là, je ne le comprenais pas. Là. Je me rappelle un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait fait de quoi de pas correct. La fille assise à côté de moi dans la classe, elle avait fait de quoi, je sais plus c'était quoi. Puis elle me regarde, elle dit, tu me stouleras pas. Je savais pas ce que ça voulait dire stouler. J'ai dit non, non. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours resté avec l'idée que ça paraissait, là. Puis, tu sais, même quand j'étais allée à l'hôpital, là, tu sais, c'était juste quelques mois auparavant, là, c'était écrit dans les dossiers, ils pensaient que j'avais une déficience intellectuelle. Juste à cause de l'allure que j'avais, puis comment je me comportais, là. Parce que j'étais pas socialisée, j'étais pas. Tu sais, ils m'ont fait des tests, finalement, ils ont vu que j'avais un potentiel supérieur à la moyenne. Je pense que c'est ce qui est écrit hein, dans les dossiers, mais tu sais, ils pensaient que j'avais une déficience là, en me voyant au premier abord. Hein. Puis dans le fond, même, j'imagine que tu n'as même pas été à la garderie, toi, quand tu étais petite. Fait que c'était vraiment, t'as vraiment pas socialisé pantoute, là. Je voyais d'autres enfants 3 fois par année. Mais tu sais, ça amène aussi l'importance de comme quand tu fais des évaluations, de prendre en compte l'histoire de vie, d'où vient cet enfant-là, qu'est-ce qu'elle a vécu, cet enfant-là, puis parce que tu sais, pour te donner des diagnostics comme ça, clairement, ils n'ont pas compris d'où tu venais puis ton background, parce que sinon, ils auraient pris plus leur temps pour mieux évaluer, puis ils auraient compris que ça venait plus de ton manque de socialisation. Ben, en tout cas, ils ont quand même compris parce qu'ils ont fait un signalement. Là. Ils ont compris qu'il y avait de quoi qui clochait pareil. Là. Je me rappelle quand je me suis finalement ouvert à un intervenant après quelques semaines à l'hôpital, là, puis que j'y ai raconté ce qui se passait chez nous, puis qu'il m'a dit c'est pas normal. Là. C'était comme une révélation pour moi. Là. Fait qu'en tout cas, bref, ouais, c'est ça. Fait que moi, je suis arrivée à l'école avec l'allure que je vous ai décrite. Là. Puis c'était le 27 septembre, je crois.
Fait que déjà, j'arrivais en classe, puis tout le monde était déjà là, puis il y en a plusieurs qui étaient ensemble au primaire, tu sais, qui se connaissaient depuis longtemps. Moi, j'arrive là, ils me connaissent pas. Ben, j'étais allée passer des tests, justement, à leur école primaire à la fin de l'autre année, puis je les avais vus un peu quelques-uns dans le cours de récréation, là, mais fait qu'il y avait des visages que j'avais vus une fois, là, mais sinon, tu sais, c'était du monde que je connaissais pas. Je me rappelle qu'ils ont été fins avec moi la première journée. La deuxième, c'était fini. Oh là là. J'ai commencé à faire rire de moi, puis à me faire écœurer. Puis le seul moment qui était fin avec moi, c'est quand ils se sont rendus compte que j'étais bon à l'école. Que là, ils sont mis à me passer des petits papiers pendant les examens pour que je leur donne la réponse ou à me demander de faire leur devoir à leur place ou de copier mon devoir parce qu'ils ne l'avaient pas fait. Mais dans ce temps-là, ils me le demandaient pas en m'envoyant un chier. Hein? Fait que j'ai comme associé, puis je pense qu'il y a un lien là avec le fait que je me suis beaucoup valorisée par les études puis mes bons résultats scolaires. Là. J'avais l'impression que c'était la seule chose pour laquelle les autres m'appréciaient. C'est comme devenu bien important pour moi d'avoir des bonnes notes puis les meilleures notes possibles. Puis c'était quand même assez facile pour moi. Puis c'est ça, ça a été comme ma bouée de sauvetage, là, les études. Là. Ma deuxième famille d'accueil, je l'adorais. Je l'adore encore. J'ai encore des contacts avec eux. C'est eux d'ailleurs qui m'ont orientée vers les études supérieures, puis qui ont vu mon potentiel et tout. Puis je voulais faire partie de leur famille. Eux autres, l'été, ils prenaient, mettons, un mois de vacances, qu'il n'y avait pas de jeunes en famille d'accueil chez eux. À Noël, de telle date à telle date, ils étaient en congé, puis tout le monde retournait dans sa famille, puis eux autres, ils étaient avec leurs propres enfants, puis il n'y avait pas de jeunes en famille d'accueil là à Noël. Moi, j'avais l'impression de ne pas en avoir de famille. Puis, je voulais donc faire partie de leur famille. Je trouve ça poche, là, je trouve ça égoïste ou je sais pas trop, là. Mais j'étais comme à l'affût de signes, comme de quoi parmi les enfants qu'il y avait en famille d'accueil, j'aurais été leur préférée. Tu sais, que des signes comme de quoi que moi, j'aurais fait partie de leur famille. Mais je les avais pas, ces signes-là. Mais depuis que je suis partie de là, je les ai, les signes que je fais partie de leur famille. On a toujours gardé contact. J'ai toujours été les voir tous les ans, une ou deux fois par année. Même eux autres, ben, il y en a un qui est en famille d'accueil chez eux puis qui fait partie de leur famille vraiment. C'est un gars trisomique qui l'ont eu, je pense, quand il avait 10 ans. Puis là, il est rendu à presque 50 ans puis il est encore avec eux autres. Lui, il restait là à Noël puis à l'année longue, là. Mais à un moment donné, eux autres, c'est ça, ils ont pris leur retraite puis ils ont commencé à vouloir voyager un peu. Puis à un moment donné, avec mon ex, il nous avait demandé pour aller s'occuper de celui qui est trisomique pendant qu'eux autres, ils partaient pour une fin de semaine. Fait que je suis carrément allée chez eux, dormir chez eux, quand eux autres n'étaient pas là, pour qu'on s'occupe de lui. Elle m'a dit prenez ce que vous voulez, puis tant qu'on faisait à manger, puis on s'assurait qu'il y ait tout ce qu'il y avait de besoin, puis qu'il y ait ses lunchs, puis fait qu'on a comme c'est ça, là, ils m'ont laissé leur maison, ils ont parti, puis ils m'ont laissé les clés, puis après ça, c'est ça, depuis que ils m'invitent à chaque fois qu'il y a des fêtes. J'étais allée à leur 50e anniversaire de mariage. À chaque fois qu'il y a des fêtes, des anniversaires, des mariages dans leur famille, n'importe quoi, je suis toujours invitée. Puis même, puis tu sais, là, je peux y aller dans le temps des fêtes, je peux y aller l'été, je peux y aller même cette année à Noël. J'aurais pu y aller la journée même de Noël, faire une activité avec eux autres, là. Puis quand je leur ai fait mon coming out récemment, ils ont tous super bien réagi à mon coming out, là. Puis elle m'a carrément écrit que j'étais un membre de leur famille.
C'était wow, là. Ça m'a vraiment, vraiment touchée. Puis, mais c'est ça, j'avais ce désir-là à l'adolescence de faire partie d'une famille. Puis même chez la cousine à ma mère, tu sais, j'avais repris contact avec la famille à ma mère, puis tout ça, mais ça venait me chercher. Un moment donné, là, on était allé à la bijouterie, il y avait sa sœur qui, eux autres, il y avait une bijouterie, en tout cas, bref, j'étais allée là. J'étais allée, puis elle avait décidé de se faire un bijou avec les pierres de naissance de ses enfants. Puis, bien sûr, il n'y avait pas la mienne, hein, c'était ses enfants à elle. Puis, ça venait me chercher. Hein. Je veux dire, c'était correct, là, c'était normal qu'elle ne mette pas ma pierre de naissance sur son bijou. Là. Mais, c'est pas un reproche, là, mais moi, ça m'avait fait de la peine. De voir qu'elle faisait ça, mais que moi, il y avait personne qui allait se faire un bijou avec ma pierre de naissance. Mais au moins, quand j'ai repris contact avec la famille élargie de ma mère, puis tout ça, ben j'ai ma tante, là, la sœur de ma mère, que depuis l'adolescence, c'est un peu comme ma deuxième mère. Hein. Mais tu sais, encore là, elle a c'est son chien puis son chat, puis quand j'étais ado, j'étais jaloux de ses animaux. Parce que j'avais l'impression que c'était eux autres, ses enfants, puis pas moi. Mais c'est ça. J'avais comme vraiment ce désir fort-là de faire partie d'une famille, puis j'avais l'impression que je faisais partie d'aucune. Puis tu mentionnais tantôt avoir passé dans 3 familles d'accueil. Fait que la deuxième, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as été sortie de ce milieu-là? Ça, c'était ma volonté. Dans le fond, mes 2 changements de famille d'accueil, c'était volontaire. Là. Par contre, moi, c'est ça. Mon père, quand je dis qu'il m'avait isolé, puis il avait isolé ma mère, ben il nous avait isolés de nos familles aussi, hein, de la famille élargie. La famille de ma mère, je la voyais. Mon père, je pense que c'était un peu à contre-cœur qu'on avait des contacts avec la famille de ma mère un petit peu, tant que ma mère était encore en vie. Après que ma mère était décédée, il a coupé les contacts avec eux. Puis avec sa propre famille à lui, les contacts, c'était so-so parce qu'il y en a qui ne l'aimaient pas, puis tout ça, puis on ne les voyait pas tant que ça. De toute manière, avec ce qu'on mangeait, puis tout, puis les croyances, puis tu sais, on n'avait pas de partie de Noël avec la dinde, puis tout, là. fait que bref, c'est ça. J'avais pas de contact non plus vraiment beaucoup avec la famille, sauf quand il y avait besoin de me faire garder par ma grand-mère ou par une tante ou quelque chose. Puis moi, à l'âge d'à peu près 14 ans, à un moment donné, j'ai décidé de reprendre contact avec la famille de ma mère. Fait que je savais que j'avais un oncle qui restait à Saint-Jean-Chrysostome. Je savais que j'en avais une couple qui restait à Lévis, mais tu sais, Saint-Jean-Chrysostome, c'était comme juste à côté de Charny. Fait que j'ai dit, je vais appeler celui-là. Fait que j'ai checké dans le bottin, le frère à ma mère, dans le fond. J'ai checké dans le bottin. J'ai pogné le téléphone. Je me rappelle, j'ai comme hésité, puis c'était stressant, hein? Mais à un moment donné, j'ai pogné le téléphone, j'ai appelé, puis j'ai demandé à y parler, puis j'ai demandé s'il était bien le fils de mon grand-père. Il m'a dit oui, fait que là, j'ai dit qui j'étais, puis il est venu me chercher le soir même pour m'amener faire un tour chez eux. Après que j'étais partie, en tout cas, semble-t-il qu'il a appelé toute la famille, puis qu'il était donc tout content que j'aie repris contact avec eux. Fait que là, j'ai repris contact, c'est ça, avec la famille de ma mère. Je me suis mis à aller dans les réunions de famille et tout. Puis, à un moment donné, avec mon père, j'étais allée chez quelqu'un ici proche là, qui connaissait, qui avait un gars de mon âge, un monsieur que mon père connaissait, puis qui avait un fils qui était de mon âge, juste un petit peu plus vieux que moi. Fait qu'on était allé là, mon père avait affaire à lui, puis je me suis mis à jaser avec le gars. Puis finalement, on est comme devenus amis, puis même je me suis mis à triper dessus pendant un bout, là, mais en tout cas, bref, on est devenus amis, puis à un moment donné, j'ai eu envie de le voir plus, puis je me suis mis à avoir envie de venir finir mon secondaire à Montmagny, à Polyvalente à Montmagny. Parce que lui était là? Entre autres. Puis, mais c'est ça, lui, dans le fond, ce gars-là, il était ami avec un de mes petits cousins, le fils d'une cousine de ma mère, fait qu'il m'avait amené là, chez la cousine de ma mère. Fait que j'ai comme développé un lien avec la cousine de ma mère et ses enfants.
Fait que là, je me suis mis à aller chez eux les fins de semaine, puis tout ça. Puis, c'est ça. Là, quand je me suis mis à avoir envie de venir finir mon secondaire, entre mon secondaire 3 puis mon secondaire 4, j'ai essayé de venir passer un été avec mon père. Ça a mal viré. À un moment donné, je me suis mis à me sentir que je retombais en dépression puis que ça allait plus bien mon affaire. Fait que là, j'ai appelé ma travailleuse sociale, j'ai dit ça marche pas, il faut que je sorte d'ici. Là, ma famille d'accueil, il y avait comme une période pendant l'été qu'il n'y avait pas de jeunes en famille d'accueil chez eux. Fait que là, ça tombait pendant cette période-là. Fait que je suis retournée passer une couple de semaines dans ma première famille d'accueil à Montmagny, en attendant qu'eux autres à Charny, ils soient disponibles pour me reprendre, parce qu'ici, chez mon père, ça marchait plus. Fait que là, quand j'ai vu que ça marchait pas, puis que je pourrais pas venir rester avec mon père, parce que là, c'était ça mon idée, c'était de venir habiter avec mon père pour pouvoir aller à Polyvalente à Montmagny. Mais quand j'ai vu que ça marchait pas, j'ai demandé à la cousine à ma mère si elle pourrait me prendre chez elle. Fait qu'elle a fait les démarches, puis elle est devenue famille d'accueil. Puis elle l'est toujours depuis, elle a encore des jeunes présentement, là. Fait qu'elle est devenue famille d'accueil pour moi à ce moment-là. Fait que je suis venue habiter chez elle volontairement. C'était dans la famille de ma mère, plus élargie, c'était sa cousine. Puis j'ai resté là pour faire mon secondaire 5 à Montmagny. Puis le gars, ben lui, il avait décidé de lâcher l'école, fait que j'ai pas été à l'école avec. Comme je dis, j'ai fait mon secondaire 1 puis 2 à l'école protestante. Mais après ça, j'étais allée à l'école Laubier à Saint-Romuald. Là, j'avais le choix, en secondaire 3, j'avais le choix d'aller à Laubier ou à Leslie. Puis comme j'étais habituée de me faire écœurer et de faire rire de moi, j'ai dit, j'aime autant aller dans une école où je vais être parmi les plus vieux qu'une école où je vais être parmi les plus jeunes. Fait que j'étais allée à Laubier 1 an. Après ça, j'étais allée à Leslie 1 an, en secondaire 4. Puis après ça, je me suis en allée à Montmagny. Fait que j'ai fait 4 écoles pendant mon secondaire. À chaque fois, c'était comme un renouveau dans le sens que j'espérais être mieux acceptée dans une nouvelle école avec du nouveau monde. Au final, pas vraiment, mais bon. Ben, mon secondaire 5, je me faisais écœurer puis je me faisais garrocher des affaires à la cafétéria. Fait que... Un moment donné, j'ai changé de look, là. Tu sais, les vêtements de grand-mère, j'ai fini par les laisser tomber. J'ai fini par les laisser tomber pour des vêtements de gars. Parce qu'il y avait déjà un enjeu d'identité de genre à ce moment-là, même si j'en étais pas conscient vraiment. Tu sais, j'aurais voulu porter des vêtements de gars puis être un gars carrément quand j'étais enfant, ici avec mon père, mais c'était interdit, il fallait que je porte des robes. Après ça, c'est ça. Quand j'ai décidé de délaisser les vêtements que mon père avait choisis avec moi pour l'école, j'étais allée magasiner avec le monsieur chez qui je restais à Charny, mon père d'accueil. Puis, avec le corset, en tout cas, ça avait fait une bonne excuse. Là, je pouvais pas porter des vêtements ajustés avec le corset que j'avais. Fait que j'étais allée dans le rayon des gars, puis ça faisait bien mon affaire. Fait que c'est ça. Je me suis habillée avec du linge vraiment de gars pendant quelques temps. Puis là, mais c'est ça, je me faisais toujours écœurer à l'école, puis je voulais donc arrêter de me faire écœurer puis que le monde soit fin puis être capable de me faire des amis. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, même si j'avais un enjeu d'identité de genre, ça m'était jamais passé par l'esprit, je suis un gars, là. Tu sais, c'était comme, puis même la puberté, là, c'était comme une claque d'en face, là, de voir que j'avais des seins qui poussaient puis que j'avais des menstruations. C'était comme, OK, ben, t'es vraiment une fille, hein? Fait que j'ai trouvé ça tough, la puberté, là. Mais c'est ça, tu sais, j'essayais d'être comme les gars, mais je me disais pas, j'en suis un, là. Fait que, à un moment donné, je me suis dit, mais peut-être que si je suis comme les autres filles un peu plus, je vais être mieux acceptée, puis je vais me faire moins faire rire de moi, puis je vais être capable d'avoir des amis, ou je sais pas trop, là. Fait que j'ai commencé tranquillement, pas vite, à lâcher le linge de gars pour aller vers le linge de fille, à contre-cœur, mais dans l'espoir que ça allait améliorer mes relations sociales. Mais c'est ça, quand je changeais d'école, ben là, tu sais, je me disais, ben j'ai changé, j'ai plus le même look. Quand je suis arrivée à Laubier,
Je portais du linge de fille, mais pas trop ajusté, là, parce que je voulais pas trop avoir l'air d'une fille, mais en tout cas, j'étais quand même un peu ambigu, mais tu sais, j'étais plus avec du linge de grand-mère à tout le moins, là. Fait que je me disais, ben, tu sais, peut-être que je vais passer dans la masse, je vais me fondre dans la masse avec les nouvelles personnes qui me connaissent pas, puis que ça va être correct, puis je me ferai plus écœurer, là. Puis à l'aubier, j'avais même réussi à me faire des amis un petit peu au début de l'année scolaire. À un moment donné, ça s'est gâché, puis ils sont tous mis à m'écœurer, les autres aussi. Pourquoi, je sais pas, mais en tout cas. Fait que bref, c'est ça. À chaque fois que je changeais d'école, pour moi, c'était comme un nouveau départ, puis que je me disais que peut-être que ça va être mieux à cette école-là. Puis Fait que qu'est-ce c'est qui ça. faisait, d'après toi, que ça fonctionnait pas de faire des amis? J'en suis venue à être convaincue que j'avais de quoi d'écrit dans le front, là. Pas au sens propre, mais au sens figuré, là, tu sais, que ça me paraissait, là. Puis c'était encore de même rendu à l'âge adulte, là. C'est tout récent, là. Récemment, là, j'ai comme réalisé l'autre fois, là, j'ai rencontré des nouvelles personnes, des personnes trans, là, à Québec. Là, j'étais en train de me faire une petite gang d'amis, puis tout ça, puis je suis allée, puis j'ai comme fait, ah, j'ai plus cette impression-là d'avoir de quoi d'écrit dans le front, genre que c'est écrit bizarre dans mon front, ou je sais pas quoi, là. On dirait que c'était en train de partir, là, mais c'est comme tout nouveau, là. On dirait que j'ai comme plus confiance en moi pour les relations sociales, puis j'ai plus l'impression que le monde. Puis c'est un peu pour ça aussi que quand je dis quand j'ai dit tantôt ça me stresse pas tant, j'ai raconté ma vie en masse, c'est que quand que les autres m'écœuraient au secondaire, là, je me disais, mon Dieu, s'ils savaient ce que j'ai vécu, puis pourquoi je suis comme je suis, ils pourraient pas être si méchants que ça se peut pas. Fait que je me suis mis à le raconter, mon histoire, à qui veulent l'entendre. Aussitôt que je rencontrais du monde, je me disais, bon, ils vont sûrement me trouver bizarre, ils vont sûrement voir l'étiquette que j'ai dans le front, mais si je leur explique pourquoi, peut-être qu'ils vont être fins, puis qu'ils vont comprendre, ils vont être plus indulgents, ou je sais pas trop comment dire. Fait que je m'ouvrais quand même assez rapidement aux gens que je rencontrais. Dans cet espoir-là que s'ils me trouvaient bizarre, ben, ils comprennent pourquoi, puis ils soient un petit peu plus gentils. Tu sais, j'étais rendue à l'université, là, puis j'avais ce sentiment-là d'être rejet ou d'être. J'avais ce sentiment-là que le monde me trouvait bizarre, puis que j'étais rejetée ou je sais pas quoi. Mais j'ai quand même une bonne gang que je me suis faite en physio, puis que j'ai encore des bons liens avec eux autres, là. Puis après ça, la maîtrise en santé communautaire, puis tout ça, c'est la même chose, là, mais j'avais de l'empathie de la part du monde à qui je racontais. Mais tu sais, c'est ça, là, je parle de des adultes à l'université, là. OK, fait que le monde faisait juste s'éloigner, dans le fond, au bout d'un certain temps. Peut-être que c'est moi qui m'imaginais aussi que le monde, tu sais, j'étais tellement persuadée que le monde me trouvait bizarre, puis tu sais, c'est moi qui m'isolais même par crainte. Quand je travaillais au centre de recherche, je faisais des stages l'été, puis j'avais tellement peur que le monde me trouve bizarre ou que le monde me rejette ou que le monde se moque de moi ou que je sais pas quoi, que, tu sais, le monde allait dîner ensemble, là. Moi, je m'enfermais dans mon bureau avec mon lunch, je fermais, il y avait comme une fenêtre sur le bord de la porte, je fermais le store pour que personne me voie, pour pas que le monde voie que je mangeais dans mon bureau, puis je mangeais en avant de mon ordi parce que j'étais trop gênée, j'étais trop mal, j'avais trop peur pour aller me joindre aux autres, là. Fait que, un moment donné, c'est ça, comme je dis, j'étais persuadée que le monde me trouvait bizarre, puis j'osais comme même plus aller au devant des autres, là. Un moment donné, il y avait une fille qui était venue, qui travaillait pour la même chercheur que moi, puis on travaillait dans le même bureau, puis là, j'avais jasé avec, puis tout ça, puis elle y allait dîner avec les autres, fait que là, j'y allais avec elle, là, tu sais, ça me donnait comme assez de confiance d'être avec elle, là, pour y aller, là. Mais sinon, là, c'est ça, je dînais dans mon bureau. Ben, ça me fait penser un peu à mon histoire, mais moi, personnellement, j'ai vécu de la violence dans ma famille dans le temps qu'on soupait. Puis ça a toujours été comme ça, dans le sens que j'ai jamais aimé manger avec les autres, là. Moi, quand je mange avec les autres, je me sens vulnérable, puis j'ai besoin d'un espace tranquille avec des murs à côté de moi, puis en arrière de moi,
où ce que je peux être sûre qu'il n'y a rien qui va m'arriver par la tête. Mais ça aussi, Oh, c'est mon à Dieu. l'école. Là, à l'école, j'ai mangé des... J'ai vécu beaucoup d'intimidation aussi à l'école pendant les dîners, là, dans les cafétérias. Fait que moi, même encore aujourd'hui, mon chum, il se fait son repas, il mange tout seul. Moi, je me fais mon repas, je mange tout seul au comptoir. Puis, oh non, moi, je suis crissement sauvage quand je mange. J'aime pas le monde quand je mange. Fait que je sais pas si toi, personnellement, tu as vécu de l'intimidation pendant que tu mangeais chez toi, mais ça se pourrait aussi que ce soit relié à ça, puis l'intimidation que tu as vécue. Puis... Mais je pense que c'est normal. Tu sais, c'est comme quand on va à la toilette, on se sent vulnérable. Je pense que c'est normal un peu de que certaines personnes peuvent se sentir vulnérables en mangeant. Ça a dû faire écho tantôt quand je t'ai dit que je me faisais garocher des affaires à la cafétéria en secondaire 5. Oui, pas mal. Ben moi, quand je mangeais, c'était pas de l'intimidation comme telle, dans le sens que mon père, puis tu sais, puis c'est encore un enjeu aujourd'hui en lien avec mon travail, là, je disais tantôt mon travail, moi, je suis perfectionniste, mais vraiment perfectionniste. Puis, je suis lent. Fait que tout ce que je fais dans la vie, j'ai l'impression que je le fais plus lentement que la moyenne. Puis, la majorité des punitions que j'ai eues quand j'étais jeune, c'était en lien avec ma lenteur. Ben, j'ai eu des punitions assez exagérées, merci, avec mon père. Hein? Puis, la majorité, c'était ça, entre autres, le temps que ça me prenait pour manger. Comme je dis, je mangeais pas en clair repas, je mangeais 2 repas par jour. Fait que c'était des repas assez copieux. Puis la bouffe, c'était ordinaire. Côté saveur et puis je buvais pas en mangeant, je pouvais même pas prendre une gorgée pour m'aider à avaler ma bouchée, là. Fait que, bref, ça me prenait du temps de manger. Puis mon père, il me donnait 1 heure top chrono pour manger mon repas. C'était à la seconde près. C'était calculé, il regardait l'heure quand je commençais, puis il fallait pas que je prenne 1 minute de plus que l'heure. Si c'était 61 minutes, j'avais une punition. Fait que j'ai été tellement punie par rapport au temps que ça me prenait pour manger. Des fois même, mon père, il sortait de table quand il avait fini de manger, puis il me disait, bon, il te reste 1 minute, là, ou il te reste 2 minutes, puis là, lui, il s'en allait dans la salle de bain se brosser les dents, là. Fait que là, moi, je regardais ce qu'il me restait à manger, puis je savais que j'arriverais pas, là. Fait que là, j'allais cacher de la bouffe dans mes tiroirs dans ma chambre, puis là, je disais, j'ai fini, puis comme ça, je m'évitais une punition, là. Fait que, entre autres, une punition en tout cas, une punition que je me rappelle, là, puis qui m'a marqué, là, puis que c'est pour ça que j'ai dit au monde, tu sais, dites-moi pas que je suis là, je le sais. Hein. J'ai pas besoin de me le faire dire. À un moment donné, c'était une copie, là. Ça m'a marqué. Il me faisait faire des copies, des fois, mon père, là. Mais celle-là qui m'a le plus marqué, là, c'était, genre, j'ai pris une feuille lignée, là. Puis là, sur la première ligne, il fallait que j'écrive juste, ben, c'était au féminin, hein, parce que c'était avant ma transition, bien sûr, là. Sur la première ligne, il fallait que j'écrive je suis lente. Sur la deuxième ligne, il fallait que j'écrive je suis très lente. Sur la troisième ligne, il fallait que j'écrive je suis très, très lente. Il fallait que je descende comme ça en rajoutant un trait à chaque ligne. Un trait de plus, très lente, très, 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 très lente. Il fallait pas que je me trompe, il fallait que je les compte comme il faut, les traits, pour pas me tromper, puis pas en mettre un de moins ou un de plus. Je vois le genre de punition. Moi, c'était bizarre, mais je sais que j'ai eu ce qu'on appelait dans ma famille des bajoux d'écureuil pendant longtemps. Puis ça aussi, là, ça pouvait durer longtemps parce qu'avec mes problèmes de santé, j'ai commencé à manger par la bouche sur le tard. J'ai commencé à manger par la bouche, j'avais 3 ans, 4 ans. Puis je mastiquais pas bien, puis j'ai toujours eu de la difficulté avec les bruits, les textures. Fait que quand on me donnait de la viande puis des légumes, je prenais une éternité à manger, puis j'emmagasinais ça dans mes bajoux. Puis de ce que je me souviens, là, je pouvais vraiment rester longtemps avec des grosses bajoux d'écureuil, avec l'autre connard qui gueule à côté, là, pour essayer de me forcer à manger. Puis c'est ça, j'essayais de cacher de la bouffe en ayant des bajoux, puis qu'à un moment donné, ils se tannent, puis qu'ils me disent « OK, va domper ça dans les toilettes », tu sais, mais c'était terrible. Ça, puis
Je me souviens qu'on m'a fait manger avec une bavette jusqu'à l'âge de 12 ans à cause de que je mangeais tout croche. C'est débile, Moi, là. j'ai mangé avec une bavette jusqu'à temps que je parte de chez mon père. Mais J'ai c'est mangé fou, avec une... là. Tu sais, quand on pense à ça, là, c'est de l'humiliation, là. Tu sais, ça n'a aucun sens, là. Mon petit gars, là, je pense qu'il a arrêté de manger une bavette avec une bavette à 2 ou 3 ans. C'est... Non, c'est pas vrai c'est pas vrai qu'il va manger avec une bavette plus longtemps que nécessaire. Non, c'est ça, mais Mais c'est... À mes yeux, en tout cas, plus tard, j'ai réalisé que c'était peut-être comme des tactiques de manipulation pour me faire sentir mal, tu sais, surtout quand tu as de la visite ou des amis qui viennent à la maison, de la famille, puis qui te voient avec une bavette, là, c'est comme... Il y a personne qui en parle, là, mais tout le monde sait que c'est bizarre, là. moi, il n'y a pas grand monde qui m'ont vu parce qu'il n'y avait pas grand monde qui venait chez nous à l'heure des repas, là. Mais moi, ce que j'ai trouvé le plus humiliant comme punition, j'avais pas le droit de... Quand je dis de la perfection, le perfectionnisme, là, j'avais pas le droit de perdre un petit bloc Lego, moi. Si j'échappais un petit bloc Lego à terre, il fallait que je le retrouve. Puis s'il m'en manquait un, ben c'était sûrement qu'il avait été aspiré par la balayeuse. Fait qu'il fallait que je fouille la balayeuse pour le retrouver. Je l'ai fait quelques fois. Puis il y a une fois que je l'ai fait, mon père s'était refait une blonde après que ma mère soit décédée pendant un bout, qui avait 2 enfants un petit peu plus jeunes que moi. Fait que moi, je fouillais les mottes de poêle et de mousse et de tout ce que tu voudras de la balayeuse devant les 2 jeunes filles qui me regardaient faire pour C'est trouver des terrible. petits blocs. C'est terrible. Mais ce monde-là, ils sont psychorigides. Le monde qui ont besoin que tout soit parfait à ce point-là, puis que tout soit fait selon leurs règles, là, ils ont un esti de problème dans la tête, puis c'est les derniers à s'en rendre compte. Mais ils s'en est jamais rendu compte. Mhm. C'était toujours Ouais. les autres qui avaient tort. C'était de ma faute si j'avais de l'anxiété de séparation. Soit c'était de la faute à ma mère, c'était de ma faute, c'était de la faute à ma grand-mère, c'était toujours la faute des autres. Puis comment ça s'est passé, justement, ta relation pendant ton placement avec ton père? Ça a-tu. Je sais qu'à un moment donné, tu parlais que tu as été, que tu as essayé de retourner chez lui quand tu es parti. Comment ça s'est passé suite à ça? Suite au fait que j'ai décidé de repartir en plein milieu de l'été puis de pas finir l'été, il m'a dit que j'allais briser quelque chose à tout jamais, ou je sais plus trop ce qu'il m'a dit, là, mais il a essayé de m'en dissuader, là. Mais je me rappelle qu'il a essayé de m'en dissuader en essayant de me faire sentir coupable. Je me sentais retomber en dépression, puis je me sentais revenir comme j'étais quand j'avais 12 ans avant de partir, là. Fait que j'ai dit non, non, faut que je sorte d'ici, là. Fait que je l'ai fait pareil. Ce monde-là aussi, ils ont souvent le sens du mélodrame, là. Moi, personnellement, c'était toujours dans l'exagération. Puis, je veux dire, je serais pas capable de décrire exactement la manière qu'il parlait, mais c'était très théâtral, là. Moi, ces crises, là, quand il faisait des crises, puis quand il essayait de me contrôler, là. Non, c'est sûr qu'il a essayé de m'en dissuader, puis que ça l'a... je pense que j'ai été un bon bout de s'en venir à la maison après ça, là. Parce que je me suis occupée de lui jusqu'à la fin, là. Hmm. Ben, je me suis occupée de lui. Je l'ai pas gardé chez nous, là. Il était en CHSLD, mais je veux dire, c'est moi qui voyais toutes ses affaires, puis ça m'a fait du bien de, de le voir vulnérable, puis de devenir... Tu sais, il avait une totale confiance en moi, là. Il me demandait mon avis, même qu'à un moment donné, bon, un exemple, le vaccin de la COVID, là. Tu sais, ou n'importe quoi. Là, il y avait des choses il me demandait mon avis, puis il se rangeait à mon avis, là. Il y avait de la démence, là. Puis il était reconnaissant aussi que je m'occupe de lui, là. Fait que il a pas reconnu, je pense qu'il a pas compris, il a pas reconnu. À un moment donné, j'espérais qu'il reconnaisse le tort qu'il m'avait fait. Il l'a pas vraiment reconnu comme j'aurais voulu, mais à un moment donné, j'ai arrêté d'espérer parce que là, je me suis rendu compte que ça arriverait pas parce qu'il y avait plus la capacité de raisonner non plus, là. Mais c'est ça.
de le voir vulnérable, puis de devenir, que les rôles étaient inversés à la fin. Puis tu sais, j'en ai pas abusé du tout, là. J'aurais pu en abuser un moment donné, là, il y avait de la dysphagie, puis ça y prenait 2 heures et demie manger son repas, là. Puis là, il disait, il se sentait mal que ça y prenne du temps de même, puis là, j'ai disais, ben non, papa, c'est pas grave, puis moi, je repensais à toutes les punitions que j'avais mangées parce que ça m'avait... Tu sais, fait que... C'est comme si tu t'étais transformé au père idéal que tu aurais aimé avoir, dans le fond, à ce moment-là. Ouais. Ou tu sais, une autre punition, quand je devais avoir 5 ans, ou je sais plus trop, là, il voulait que je flushais pas la toilette tout le temps. Il voulait que je flush la toilette, surtout, en tout cas, quand c'était un numéro 2. Fait que, à un moment donné, il était allé aux toilettes, la toilette avait pas été flushée, c'était moi qui étais allée. Il a fait son affaire à lui, c'était juste un numéro 1, une chance. Puis, il m'a fait rentrer le bras dedans. Oh là là. Le bras dans le trou, là, jusqu'au coude, là, si je me rappelle bien. Voyons Puis, il a donc. flushé pendant que j'avais le bras là-dedans. Puis, il m'avait dit, la prochaine fois, ça va être la tête. Puis, tu t'arrangeras pour te laver les cheveux. Puis là, je l'ai regardé, là, de même, parce que j'ai dit, t'es fou. Là, je pense qu'il a réalisé que c'était exagéré parce qu'il l'a jamais fait, là. Il l'a jamais fait, me faire rentrer la tête dedans. Mais après ça, c'est arrivé lui aussi quand il était en dernier, là, qui était malade à un moment donné, je le ramenais à la maison. Puis c'est arrivé un moment donné qu'il était allé aux toilettes pour un numéro 2 puis qu'il avait oublié de flusher. Puis là, il se sentait mal, puis excuse-moi, puis j'ai dit, ben non, papa, c'est pas grave. Tu sais, mais dans ma tête, je repensais au bras dans... Ça m'a fait allumer. Je ne sais pas si tu as vu passer ça, mais il y a eu une étude, il n'y a pas si longtemps que ça, qui a passé, qui était sur les probabilités qu'un enfant vive de l'intimidation à l'école du fait qu'il en vivait à la maison. J'ai pas vu, non. Ouais, il y aurait un effet, il y aurait peut-être un effet d'entraînement au fait qu'un enfant vive de l'intimidation à la maison, puis que rendu à l'école, soit qu'il vive de l'intimidation ou il devienne intimidateur. À un moment donné, j'ai eu un souffre-douleur en secondaire 4. Ben, j'ai pas fait des choses bien méchantes, là, mais je l'ai écœuré un peu. Je me suis comme un peu vengée pour toute la menthe que j'avais mangée sur lui, là. C'était pas... Mais oui, il y a vraiment. Moi, je suis sûre qu'il y a un lien entre être intimidé à la maison puis devenir une proie facile ou un prédateur facile rendu à l'école. Mais ça pouvait pas faire autrement, là. Quand je suis arrivée à l'école, un mois après tout le monde, habillée comme la chienne à Jacques, avec aucune habileté sociale, que c'était impossible là, que ça se passe bien puis que je me fasse des amis puis que tout le monde soit fin avec moi, hein. Mais tu sais, même moi qui ai été socialisée quand même correctement, j'ai vécu ça pareil. Puis moi aussi, j'en vivais de l'intimidation à la maison. Puis moi aussi, j'ai été intimidée, intimidatrice. Tu sais. J'ai eu mes périodes, là. Mais Mhm. ouais, ouais. Puis sinon, comment ça s'est passé, ta transition à la vie J'ai adulte? gardé contact avec mes 3 familles d'accueil. OK. J'ai fait une requête au juge à 17 ans pour m'en aller rester à Québec pour aller au cégep. Ah, fait que tu étais dans les résidences étudiantes? Non, j'étais dans une chambre, dans un sous-sol d'une maison privée, quelqu'un qui louait des chambres proches du cégep, puis j'étais avec d'autres personnes. Je les considérais comme des colocs, même si on louait chacun notre chambre. Là, c'était comme aménagé un peu comme un appart. Là, il y avait 3 chambres, puis
c'est ça. J'ai vécu avec eux autres à partir de 17 ans. Dans le fond, c'est ça, ma fête est au mois de janvier. Fait que au mois d'août, là, comme avant mes 18 ans, je me suis en allée pour commencer le cégep. Fait que ma transition a somme toute été facile dans un. Ben, en tout cas, comparé à d'autres, elle a été très facile, là. Ça, je le sais, là. Dans le sens que bon, c'est ça. Je m'en allais aux études. C'est sûr que la juge était bien contente là, de voir un jeune qui veut s'en aller aux études. Là. Elle m'a pas, elle m'a félicité puis elle m'a pas mis de bâton dans les roues, c'est sûr. Là. Eux autres, la DPJ, ils m'ont comme envoyé l'argent. Je pense qu'ils m'envoyaient l'argent que ma famille d'accueil aurait dû percevoir pour s'occuper de moi directement à moi parce que en tout cas, je recevais un chèque à chaque mois de l'âge de quand je suis partie de ma famille d'accueil jusqu'à mes 18 ans. Je pense que c'était 200 quelques piastres par mois. C'était pas grand-chose. En tout cas, peut-être que je me trompe, je m'en rappelle plus, mais c'était pas un très gros chèque. Mais j'avais pris les prêts et bourses aussi, là. Puis, fait que j'avais pas trop de difficultés à ce niveau-là. Mais là, j'avais le stress de savoir qu'à 18 ans, faudrait que je subvienne à mes besoins par moi-même parce que je savais que je pouvais pas compter sur mon père là-dessus. Puis bon, mes familles d'accueil, je me disais, ben c'est pas leur responsabilité, mais ils ont leurs propres enfants à eux, puis tout ça, puis c'est pas eux autres à subvenir à mes besoins financiers. Fait que je me disais que que je devrais être autonome à 18 ans financièrement. Mais mon grand-père, le père de ma mère, est décédé en 2004. J'ai eu 18 ans. La part d'héritage qui devait aller à ma mère, vu que ma mère était déjà décédée, est venue direct à moi. Fait que j'ai placé cet argent-là, mais quand même, tu sais, puis j'ai travaillé malgré tout, puis j'ai pris des bourses, puis j'ai pas dépensé cet argent-là aussi peu, mais c'était sécurisant là, de savoir que ce montant-là était là si j'en avais besoin. Fait que ça m'a enlevé le stress financier, là, comme. Puis là, c'est ça que je réalisais que là, présentement, je me retrouve avec un stress financier du fait que je me suis séparée, que je travaille, mais j'ai un autre héritage qui m'arrive. J'ai cette chance-là que ça fait comme 2 fois que j'ai comme un moment plus stressant financièrement puis qu'il m'arrive un héritage. Bon, je sais que je vais profiter de la chance que j'ai à ce niveau-là. Là. Fait que c'est ça. Côté financier, ça a été. Je restais avec des colocs. Je savais pas tant me faire à manger, mais je restais avec une fille qui était super bonne cuisinière puis qui m'a aidé un peu. Ou sinon, quand ça me tentait pas de cuisiner, je disais, ben, je vais payer l'épicerie puis toi, tu vas cuisiner. En tout cas, bref, j'ai réussi à m'arranger comme ça. Je peux pas dire que la transition a été difficile. OK. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé d'aller étudier plus longtemps en physio? J'avais un intérêt pour la santé. Là. Au départ, j'étais allée faire commencer une technique en radiodiagnostic au cégep parce que c'est pour ça que j'étais allée étudier au cégep à Québec parce que ça se donnait pas à ben des places cette technique-là. J'avais décidé de faire une technique parce que j'avais pas une grande confiance en moi, que je serais capable de faire des choses. Tu sais, je regardais médecine, mais j'étais comme, mon Dieu, je me verrais pas. J'aimerais ça faire ça, mais je me verrais pas. En tout cas, bref, j'avais décidé d'aller faire une technique. J'ai fait une session, puis là, je me suis mis à faire du tutorat pour aider les autres. Puis je me rendais compte que j'avais plus de facilité que les autres en général. Fait que là, un moment donné, j'ai dit, bon, je vais aller à l'université. Fait que j'ai décidé de lâcher ma technique puis d'aller faire sciences de la nature. Mais la raison pour laquelle j'ai choisi physio, là, j'avais pas les notes pour aller en médecine. Pas tout à fait. La cotère. J'étais allée en physio parce que c'était, à défaut d'aller en médecine, c'était dans la faculté de médecine. C'était très contingenté. Oui, j'avais un intérêt, là, puis j'avais regardé des émissions à télé où ce que je voyais des enfants qui sont pas capables de marcher, puis que
qui font de la physio, puis que finalement, ils réussissent à marcher ou des choses comme ça, puis je trouvais ça cool. Mais la raison, c'était pour me prouver à moi-même que j'étais capable de rentrer dans un programme contingenté, que j'étais capable de rentrer dans la faculté de médecine à défaut d'aller en médecine, que j'étais capable de faire quelque chose de difficile. Ma principale motivation, c'était de me prouver à moi-même et de prouver à tout le monde ma valeur à travers ça. Puis, en parlant de valeurs, c'est quoi les valeurs qui t'ont guidé pendant tout ton parcours? Ben, c'est sûr que, justement, l'éducation, tu sais, c'est ça. Ma famille d'accueil à Charny, c'était des enseignants. C'est du monde, lui, il a fait une maîtrise. Je pense qu'il avait dû commencer sa maîtrise quand j'étais là, ou il l'a fait après, je sais plus, mais en tout cas, leurs enfants à eux avaient tous été à l'université. Fait que, tu sais, c'est un modèle qui m'ont transmis de valoriser l'éducation et tout. C'est sûr que ça me vient d'eux, là, parce que ça me venait pas de mon milieu à moi, là. Sinon, les valeurs, ben c'est sûr que la santé. Mon père, même s'il prenait mal, c'était bien important pour lui la santé puis la nutrition, puis il pensait que son régime alimentaire, c'était le meilleur, là. Puis même c'était ça, sa job, là, il y avait un commerce en alimentation naturelle, puis l'alimentation, c'était bien important, puis la santé, c'était bien important, puis fait que c'est sûr il m'a transmis ça. L'idée de m'en aller en santé me vient aussi un peu de ça. Sinon, c'était vraiment de viser le top là, pour Ouais, le perfectionniste, c'est ça, je m'en allais dire. Le dépassement de soi. Oui, il fallait que je me prouve puis que je prouve à tout le monde que j'étais capable de. Ouais. Puis si tu pouvais changer des choses dans le système de la DPJ, tu changerais quoi? Ouais. Je changerais que plus aucun enfant vive isolé comme je l'ai été. Dans le sens que, tu sais, j'interdirais pas l'école à la maison. Je sais qu'il y en a qui font l'école à la maison des enfants puis que c'est fait de façon saine. Je sais pas quel pourcentage de ceux qui font l'école à la maison c'est fait de façon saine puis quel pourcentage c'est fait de façon malsaine, mais je pense pas que ça devrait être interdit. Par contre, je pense que ces enfants-là qui sont plus isolés, ben, pas qu'ils sont plus isolés, mais tu sais, parce que justement, il y en a des parents qui font l'école à la maison, mais que c'est important pour eux que leurs enfants socialisent, puis qu'ils se rencontrent avec d'autres parents qui font l'école à la maison, puis qui font des activités avec d'autres enfants, puis que leurs enfants voient souvent d'autres enfants, puis ça, c'est correct, là, puis ou d'autres adultes aussi. C'est important d'avoir d'autres adultes significatifs, pas juste ton parent ou tes parents. Fait que, tu sais, ça serait que ça soit plus encadré, là, les enfants qui sont plus susceptibles de vivre de l'isolement parce qu'ils font l'école à la maison ou pour X, Y raison. Je sais qu'il y en a qui sont dans des sectes dans le bois puis que le gouvernement sait même pas qu'ils existent, là. Comme les enfants qui étaient dans la secte à Rock-Thériault dans le temps, là. Ça, c'est plus difficile, mais même encore, là, en tout cas, ça serait tu sais, qu'il y ait un intervenant ou quelque chose dans le dossier des enfants qui sont plus seuls ou qu'il y ait une forme de surveillance, là. Je sais pas quelle forme que ça devrait prendre, là, mais c'est ça que j'étais allée dire à la Commission Lorrain quand j'étais allée dans un des forums qu'ils ont organisé, j'étais allée, puis c'est ça que, à défaut d'être allée avec vous autres, parce que j'avais comme pensé plus tard, là, j'aurais sûrement pu y aller avec vous autres, mais finalement, j'étais allée dans un forum, puis c'est ça que j'ai dit, puis je suis pas sûre que ça a été mentionné nulle part dans le rapport, mais bon, ce serait vraiment qu'il y ait un système, un filet de sécurité pour ces enfants-là qui vont pas à l'école, puis qui sont susceptibles de vivre de l'isolement, puis de vivre de la maltraitance, puis que ça soit jamais vu par personne. Ça serait mon premier souhait. Mon deuxième, même si je ne l'ai pas vécu,
Je sais que plusieurs l'ont vécu, comme Jessica, etc. Une stabilité, là, de pas être placé dans des familles ou en tout cas dans plusieurs milieux puis changer de placement. Moi, j'estime que les changements de placement que j'ai eus, c'était correct dans le sens que c'était les 2 fois c'était voulu puis tout ça, là. Mais je sais qu'il y en a que c'est pas voulu puis ça crée une instabilité puis qu'ils ont des séquelles de ça à long terme, fait que ça serait que ça ces pratiques-là s'arrêtent. Puis que tous les jeunes qui ont passé par le système puissent avoir le soutien. J'allais dire qu'il y ait toutes les ressources qu'ils ont besoin en sortant à 18 ans, mais oui, là, mais je le formulerais plus que il y ait le soutien nécessaire pour réaliser leurs rêves. On sait que justement la scolarisation des jeunes qui sont passés par la protection de la jeunesse, les statistiques sont vraiment alarmantes. Puis que souvent, justement, ils rêvent de faire des études ou d'aller étudier pour faire un métier ou quoi que ce soit, mais ils ont juste pas le soutien nécessaire ou je sais pas. En tout cas, ils n'y arrivent pas. Fait que oui, il arrive beaucoup plus tard, je sais pas. Fait que ça serait qu'il y ait le soutien pour aller faire toutes les études qu'ils veulent, pour aller faire le métier qu'ils veulent, pour aller au bout de leur rêve. Là. Puis si tu avais un message à transmettre justement aux jeunes qui soit passent par la DPJ en ce moment ou qui en sortent, tu leur dirais quoi? Je leur dirais que peu importe les difficultés qu'ils vivent, les séquelles qu'ils ont de tout ce qu'ils ont vécu, puis qui les rendent soit avoir de la misère à l'école, avoir de la misère à travailler, avoir de la misère à sortir d'une dépendance ou n'importe quelle situation difficile qu'ils peuvent vivre, puis qui peut faire en sorte que ils ont une très piètre estime d'eux-mêmes, que malgré tout ça, ils ont toute une valeur et on dirait que je suis comme en train de réaliser moi-même que même si j'ai des difficultés encore aujourd'hui, puis qu'il y a certaines choses que je réussis pas aussi bien que les autres, que ce soit, j'en parlais à Jessica l'autre fois, là, mais je trouve ça difficile. Comme je disais, j'ai jamais travaillé temps plein, puis j'ai l'impression que je me vois pas réussir à travailler temps plein. Peut-être que je serai capable un jour, mais pour l'instant, je suis comme pas capable d'entrevoir qu'à un moment donné, je serais capable de travailler 35-40 heures semaine. Je me tapais beaucoup sur la tête à cause de ça. Puis là, on dirait que je suis comme en train de réaliser que c'est correct. Puis je suis pas, je vaux pas moins à cause de ça. Ou puis je dis, si je suis en train de le réaliser, c'est pas encore acquis. Mais c'est ça, ça serait tu sais, justement là, que peu importe comment on arrache, puis comment qu'on a tous une valeur, puis qu'on a tous on mérite tous d'avoir de l'amour, puis du soutien, puis nos besoins comblés. Tu sais, juste te dire, moi aussi, j'ai pas l'intention de faire du 35 heures semaine parce que ça paraît pas, là, mais ma santé est difficile à maintenir. Je m'entraîne au moins 4 heures par semaine, puis j'ai des routines interminables. Fait que je me verrais pas à cause de ça, tenir un emploi temps plein. Fait que, tu sais, en ce moment, je suis aux études, puis ça va bien. Même, j'ai 2 cours par session pour les choses. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que je veux rien savoir des temps pleins. J'ai déjà été capable de fonctionner à 25 heures par semaine, mais j'étais pas super top shape non plus, là. Je buvais beaucoup dans ce temps-là. Fait que c'était pas l'idéal non plus, tu sais. Aujourd'hui, là, je sais que je suis en train de finir mon bac, mais je sais pas combien d'heures je vais travailler, honnêtement. Je sais pas comment d'heures mon corps va tolérer, parce qu'il y a très peu de tolérance au stress en partant, hein. Fait que Ben, je verrai. moi, ce que je trouvais difficile par rapport à ça, c'est que
À l'université, j'ai l'impression d'avoir surtout côtoyé du monde. Ou en tout cas, tu sais, ceux-là que je suis restée amie avec eux, puis ou amis vraiment dans la vie, que je continue à leur parler, puis à les voir de temps en temps, ou quoi que ce soit, ou que ce soit juste amis Facebook. Euh, tu sais, j'avais tendance à me comparer aux autres, puis j'avais l'impression que les autres, qui ont été des collègues étudiants, si on peut dire, que ce soit à mon bac en physio ou à ma maîtrise en santé communautaire, je les voyais aller, puis OK, tu sais, ils ont fini, puis justement, ça travaille temps plein, puis ils ont une job, puis il y en a qui ont des promotions dans des postes à l'ordre professionnel ou peu importe, de chercheurs. Il y en a qui, c'est ça, ils ont fait le doctorat, ils sont rendus chercheurs. Il y en a qui, en tout cas, j'avais tendance à me comparer à un peu tout ce monde-là. C'était ça mon milieu. Puis on dirait que je côtoyais pas vraiment du monde qui avait eu des traumas puis qui en arrachait plus dans la vie. Fait que je me comparais à ceux-là que je voyais. Puis j'étais comme, mais voyons, il me semble, tu sais, je devrais être capable de faire ce que les autres ils font, puis j'y arrive pas. C'est ça qui me minait beaucoup, là. Là, avec le collectif, justement, puis les personnes trans que je rencontre aussi, puis avec ma maîtrise aussi, que j'ai été, c'était sur l'alphabétisation, j'étais allée rencontrer du monde qui faire des entrevues avec des gens qui étaient des adultes qui allaient dans des groupes communautaires d'alphabétisation. Fait qu'il y en avait beaucoup qui en arrachaient dans la vie puis qui avaient vécu toutes sortes de choses. Fait qu'on dirait que c'est ça de me mettre plus en contact avec du monde qui ont un vécu pas facile, puis de voir les difficultés qu'ils ont. Puis là, je me reconnais à travers eux autres. Puis, tu sais, il y en a justement des personnes analphabètes. C'est pas mon cas. Tu sais, en même temps, je me dis, Colin, j'ai réalisé, ça aurait pu être mon cas, là, à faire l'école à la maison comme j'ai fait. Si j'avais eu le moindrement de difficulté d'apprentissage, mon père, avec ses croyances, il m'aurait pas donné le support que j'aurais eu besoin. J'aurais fait l'école à la maison pareil. Puis, ça aurait été tant pis. De toute façon, une fille, elle avait pas besoin ben d'études, là, dans son livre à lui. Fait que j'ai réalisé, j'ai dit, mon Dieu, j'aurais pu être avec eux autres en train de bûcher pour apprendre à lire et à écrire. C'est pas mon cas. J'ai eu cette chance-là d'avoir de la facilité à l'école. Mais malgré tout, je côtoie plus de gens qui ont vécu des choses plus difficiles puis qui en arrachent. Puis là, ça me fait comme d'autres modèles, si on peut dire. Puis là, OK, je suis en train de me dire tranquillement, OK, c'est correct si j'arrive pas à faire ce que certains autres sont capables de faire. Hein. Mais ouais, c'est ça. Ben, c'est déjà la fin de notre podcast. Puis c'était vraiment particulier ton histoire. Je te dirais qu'elle ressemble pas à beaucoup d'autres. C'est très, très, très particulier. Même pour quelqu'un qui a passé en famille d'accueil, là, ça détonne ton histoire. C'était super intéressant. Puis je vais te souhaiter que ton intégration au travail, ça se passe bien. Je sais qu'à distance, c'est un autre game parce que vu qu'on n'interagit pas en personne avec les gens, ça peut être plus difficile peut-être de s'intégrer socialement parlant. Fait que je vais te souhaiter c'est surtout que je veux pas nécessairement rester dans cette job-là, là. Puis je veux comme juste finir ce que j'ai commencé puis aller vers autre chose. Mais là, j'avais comme déjà assez de changements dans ma vie. Fait ouais, que, c'est ça. Commencer petit peu par petit peu, tranquillement, Une pas chose vite. à la fois. C'est vraiment un plaisir de te recevoir, Gabrielle. Puis on va te souhaiter une bonne continuité. Puis des beaux projets qui s'en viennent pour toi, on l'espère. merci. Bye bye. Bye, merci.